À l'aube, le commandant d'un pétrolier géant, un VLCC, transporteur de brut de très grande capacité baptisé le Pacific Fortuna, ordonne machine en avant vitesse standard. 330 mètres d'acier à double coque poussent vers le sud-est à travers le golfe Persique. Un départ de routine. Ce le serait du moins si le point de passage le plus stratégique du monde en matière d'énergie n'avait pas été fermé par un pays qui vient de perdre une guerre et qui a décidé de la gagner quand même. À l'insu de l'équipage sur la passerelle, une station de surveillance des gardiens de la révolution islamique, les CGRI, installée sur l'île de Keshm, suit le navire depuis son chargement. Le Pacific Fortuna a 90 000 nautiques de côtes iraniennes à franchir avant d'atteindre les eaux libres. Aucune arme à bord, aucune escorte. Il est sur le point d'y entrer. À partir de là, l'arithmétique est simple et implacable. 90 000 nautiques le long des côtes iraniennes à 15 nœuds. 6 heures avant d'atteindre les eaux libres. Et chaque mille de ce trajet se trouve sous le canon des Iraniens. Le navire s'engage dans les voies de navigation, officiellement appelé le dispositif de séparation du trafic, ce qui évoque le genre de courrier passif-agressif que vous enverrait une association de copropriétaires, jusqu'au moment où l'on réalise que c'est la seule chose qui empêche deux flux de trafic de se percuter de front. Si l'on regarde ici la carte de navigation, on comprend pourquoi le détroit d'Ormuz tient les dirigeants du secteur de l'énergie éveillés la nuit. La passe ne mesure que 34 km dans sa partie la plus étroite, mais les navires n'ont pas accès à toute cette largeur. La totalité du trafic est comprimée dans deux voies, chacune de seulement 3 km de large, séparées par un intervalle de 3 km. Les navires entrant d'un côté, les sortant de l'autre. Le corridor complet dépasse à peine 10 km de largeur. Imaginez conduire un camion long de 3 terrains de football à travers un tunnel à 2 voies, sans accotement et sans sortie. Ce camion nécessite 15 minutes pour s'arrêter et transporte des liquides inflammables. Voilà ce que représente le transit d'un VLCC à travers Ormuz un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire. Le pétrolier s'enfonce davantage dans les Narrows, le goulet, et la côte iranienne commence à dominer le paysage tribord. Si l'on regarde ici ce que l'équipage observe, la géographie dit tout ce qu'il y a à savoir. L'Iran ne garde pas la porte du golfe Persique. L'Iran est cette porte. Les deux murs, le plafond et le plancher. L'île de Keshm, visible ici, s'étend à elle seule sur 120 km, parallèlement à la section la plus étroite. Et les îles de l'Arak, d'Ormuz et de l'Abou Moussa, contestées, sont directement plantées dans les voies de navigation. Chacune dispose d'une garnison des CGRI, de stations radars et d'armements côtiers. Avant la crise, quelques 15 millions de barils de brut transitaient ici chaque jour, soit 20% du pétrole maritime mondial. En ce moment, ce chiffre est zéro si votre pavillon entretient des liens avec les Américains. Et 47 pétroliers sont ancrés au large du golfe d'Oman parce que personne ne souhaite s'engager dans ce que le détroit est devenu. Le Pacific Fortuna s'apprête à les croiser tous en allant dans le mauvais sens. L'équivalent maritime de franchir un poste frontière à contresens en marche arrière, tous les feux allumés. Et le douanier a déjà la main sur son radio. Voici ce qui rend la tâche des Iraniens d'une facilité presque insultante. La petite antenne fixée au mât du Pacific Fortuna et son transpondeur AIS, système d'identification automatique. Tout navire commercial dans le monde doit le maintenir en fonctionnement. Le droit international l'exige, ce qui signifie que toutes les quelques secondes, le Pacific Fortuna diffuse sa position exacte, sa vitesse, son cap et sa cargaison sur une fréquence accessible à n'importe qui. L'objectif initial est la prévention des collisions pour éviter que les navires ne se percutent. Mais cela signifie également que quiconque dispose d'un récepteur à $200, y compris chaque station de surveillance des CGRI sur la côte iranienne, peut suivre en temps réel tout bâtiment dans le détroit sans lever le petit doigt. Le Pacific Fortuna est légalement contraint d'annoncer sa propre approche à l'ennemi. Il leur envoie un message toutes les quelques secondes. C'est comme partager sa localisation avec son ex-femme. Sauf que l'ex-femme en question dispose de missiles anti-navires. Du moins, on l'espère pas. L'équipage sur la passerelle capte des échanges sur la radio VHF, des voix en farsi, des identifiants de la marine des CGRI. Quelqu'un discute manifestement du Pacific Fortuna.
Puis le radio devient silencieux et le premier officier fixe le haut-parleur comme s'il venait de proférer une menace. Il n'a pas tort. Le guetteur le voit en premier. Un objet sombre par le travers 010, à 400 mètres devant, naviguant bas dans la voie sortante. Un bidon en plastique tombé d'un bateau de pêche? Peut-être. Ou quelque chose de bien plus grave. Depuis la passerelle d'un navire qui domine la surface de l'eau de 20 mètres, on ne peut pas faire la différence, et on ne le saura pas avant qu'il soit bien trop tard. Le commandant saisit la barre de manœuvre et s'arrête. Il ne peut pas virer. C'est là que la mathématique devient brutale. Le Pacific Fortuna transporte 300 000 tonnes de navires et de cargaisons. À 15 nœuds, sa distance de freinage s'étend de 4 à 8 km, soit 15 minutes d'élan avant qu'il ne s'immobilise. Son rayon de giration couvre 4 km, mais la voie ne mesure que 3 km de large. Il ne peut pas dévier sans empiéter sur le trafic en sens inverse ou sur les eaux iraniennes. Manœuvrer ce navire revient à diriger un parking entier à toute vitesse sur autoroute. On ne fait pas d'écart. On maintient le cap et on accepte ce qui se trouve devant soi, parce qu'au moment où on le voit, on est déjà arrivé. L'objet passe à 200 mètres tribord. Personne sur la passerelle ne respire avant qu'il soit derrière eux. Ce qui a glissé à côté du Pacific Fortuna était avec toute probabilité un Sadaf 3, une mine à influence iranienne ancrée au fond par un câble d'acier flottant juste sous la surface, équipée de capteurs magnétiques et acoustiques réglés pour une seule chose précisément, le grondement et la signature magnétique d'un navire de ce tonnage. Imaginez un piège à souris posé sur le fond de l'océan, sauf que la souris pèse 300 000 tonnes et ne peut pas changer de direction. Le guetteur ne savait pas ce que c'était. Il savait juste que ça ne se comportait pas comme des déchets flottants. Le Pacific Fortuna croise une autre forme sombre dans l'eau. Le guetteur ne la signale pas cette fois. Il la regarde simplement passer et expire. Mais celle qui mérite vraiment d'inquiéter ne flotte pas. Le Mahan 7 repose directement sur le fond marin et se fait passer pour un rocher. Le sonar rebondit dessus et ne perçoit que du plancher océanique. Même les dragueurs de mines dédiés de la marine américaine peinent avec ce type d'engin. Alors un pétrolier commercial armé d'une simple paire de jumelles n'a aucune chance. Quelque part à Londres, un assureur chez Lloyds vient de renverser son thé. Quelque part, une feuille de calcul vient de virer au rouge. L'inventaire total de mines iraniennes se situe quelque part entre 5 000 et 6 000 unités, davantage que n'importe quel autre pays de la région, et de loin. Et voici ce qui rend le déminage pratiquement impossible. Les petites embarcations et les boutres de pêche des CGRI peuvent transporter une demi-douzaine de mines chacune et les poser tout en ressemblant à du trafic ordinaire. Un bateau de pêche posant une mine ressemble exactement à un bateau de pêche relevant ses filets. Chaque mine coûte à l'Iran entre 10 000 et 25 000 $. Le pétrolier visé transporte 180 millions de dollars de pétrole brut. C'est le genre de retour sur investissement qui ferait démissionner un trader de Wall Street pour rejoindre les CGRI. Une seule détonation sous un VLCC chargé pourrait rompre la double coque et déverser 2 millions de barils dans la voie de navigation. Une catastrophe environnementale et un bouchon de 2 km de large que personne ne pourrait déplacer pendant des semaines. Mais voici ce qui compte plus que n'importe quelle explosion. La mine n'a pas besoin de sauter. Avant la crise, le secteur maritime traitait cette route comme vous traitez votre trajet quotidien. Ennuyeux, sûr, à peine digne d'attention. La prime d'assurance risque-guerre représentait une fraction de %. Après qu'Iran a posé des mines, Lloyds de Londres a pris une bonne mesure de la nouvelle réalité et triplé la prime du jour au lendemain. Le chef mécanicien appelle depuis 4 ponts plus bas pour demander des nouvelles de la prime en cours de route. Et la réponse dérive quelque part sous la quille. La mine posée sur le fond fait son travail sans exploser parce que la véritable arme n'est pas l'explosion. C'est le prix attaché à la possibilité de cette explosion. Le compteur d'assurance grimpe déjà et le Pacific Fortuna n'a pas encore traversé le champ de mines. Les mines représentent la menace que l'équipage ne peut pas voir. Celle qu'ils vont bientôt voir fait 52 nœuds. Le radar de passerelle détecte des contacts rapides peu de temps après que les embarcations rapides ont fait leur apparition. De petits échos convergent depuis la côte iranienne au nord de l'île de l'Arak. 5 devenant 8, 8 devenant 12. Tous sur une trajectoire d'interception à 40 à 50 nœuds.
À la vitesse de 15 nœuds du Pacific Fortuna, ils seront à ses côtés en quelques minutes. La confirmation visuelle arrive rapidement. Des coques basses filant à toute allure, l'étrave éclaboussant d'embrun. Les insignes de la marine des CGRI claquent dans le vent. Des supports d'armement sur les ponts avant. 8 embarcations se déploient autour du Pacific Fortuna. La première coupe la proue à 200 mètres, assez proche pour distinguer des visages. Une deuxième file, parallèlement à 30 mètres de distance, des membres d'équipage filmant avec des caméras portatives. Une troisième effectue un passage à grande vitesse le long du flanc bâbord et envoie un sillage qui claque contre la coque. Sur la passerelle, le second officier saisit le téléphone satellite pour appeler la compagnie de gestion à Athènes. Le Bosco filme depuis l'aile de passerelle bâbord. La compagnie maritime exige une documentation vidéo de chaque rencontre avec les CGRI pour le dossier d'assurance qui suivra inévitablement. Le guetteur compte discrètement les supports d'armement et se demande si le droit international que le commandant va invoquer à la radio arrête vraiment les missiles. La radio de passerelle grésille, puis de l'anglais haché se fait entendre. Le commandant saisit son micro. Sa main n'est pas ferme. Bâtiment des CGRI, ici le Pacific Fortuna. En transit dans les eaux internationales, au titre du droit de passage en transit, maintenant cap et vitesse. Le droit maritime international sonne avec autorité sur le papier. Il sonne très petit quand 8 vedettes lance-missiles encerclent votre navire. Voici ce qui les encercle réellement. Ces embarcations, si l'on les regarde ici, sont des vedettes rapides d'attaque de la marine des CGRI. Et l'armée américaine sait déjà à quel point elles sont dangereuses, parce qu'elle a perdu un exercice de guerre contre elles. La cheville ouvrière de la flotte est la vedette de classe Paycap. 17 mètres de long, 14 tonnes, armée de missiles anti-navires Kowsar et assez rapide à 52 nœuds pour couvrir 1 mille nautiques en 68 secondes. Pendant que le Pacific Fortuna couvre la même distance en 4 minutes. Imaginez une meute de jet-ski armés tournant autour de votre piscine hors sol pendant que vous vous tenez au centre avec un tuyau d'arrosage. Voilà la situation tactique du Pacific Fortuna. Ses options défensives sont la radio, les téléphones caméras et un courriel comminatoire à la compagnie d'assurance. Derrière les Paycap arrivent des vedettes lance-missiles catamarans de classe C-14 armés de missiles anti-navires et des bâtiments de classe Hudong montant des missiles Noor, copies iraniennes du missile chinois C-802, avec des portées de 120 à 170 km et des ogives de 165 kg. Derrière eux encore viennent des centaines de petites vedettes armées de mitrailleuses, de lance-roquettes propulsées ou d'explosifs pour des frappes béliers. Ce que l'équipage de passerelle du Pacific Fortuna ignore, et ce que le commandant des CGRI à bord du bâtiment de tête sait parfaitement, c'est que le Pentagone a déjà appris ce que peut faire cette doctrine d'essaimage. La leçon a été reçue lors d'un exercice qui a coûté 250 millions de dollars. Millennium Challenge, le jeu de guerre le plus coûteux de l'histoire militaire, a mis aux prises un pays analogue à l'Iran avec un groupe de frappe aéronavale américain dans le Golfe. Un général de marine à la retraite, 3 étoiles, nommé Paul Van Riper, commandait le camp iranien. Il a lancé des vagues de vedettes rapides combinées à des missiles côtiers et à des embarcations chargées d'explosifs en mode frappe bélier. Van Riper a coulé 16 bâtiments de guerre en moins de 10 minutes, dont un porte-avions. Le Pentagone était si stupéfait qu'il a réinitialisé la simulation et scénarisé une victoire américaine. Van Riper a quitté les lieux. Il a déclaré aux journalistes que rien n'avait été appris et qu'une culture militaire incapable de se mettre à l'épreuve n'augurait rien de bon pour l'avenir. Les CGRI écoutaient attentivement, même si Washington ne le faisait pas. Ils s'entraînent à ces tactiques exactes dans ces eaux exactes depuis lors, et les embarcations n'ont fait que gagner en vitesse. Sur le bâtiment de tête, le commandant des CGRI observe le pétrolier maintenir son cap. Il consulte ses ordres. Intimider, documenter, rendre compte. Ne pas ouvrir le feu. Les embarcations maintiennent leur formation pendant 6 minutes supplémentaires, puis se dispersent en direction de la côte. L'équipage de passerelle expire. Le commandant, lui, ne le fait pas. Les embarcations représentaient la menace visible. Celle qui se trouve sur la côte n'a pas besoin de bouger du tout. Les CGRI n'ont pas encore tiré un seul coup de feu.
L'île de Keshm remplit l'horizon nord. 120 km de territoire iranien courant parallèlement à la voie de navigation, assez proche pour distinguer des bâtiments sur le rivage, des tours de communication, des véhicules sur la route côtière et des structures creusées dans la falaise qui ne ressemblent pas à des habitations, parce qu'elles n'en sont pas. Le commandant n'a pas quitté les ailes de passerelle depuis que les embarcations ont décroché. La carte indique 22 000 nautiques jusqu'à la sortie. À la vitesse actuelle, cela représente environ 90 minutes de côte iranienne défilant tribord, assez proche pour que l'équipage puisse presque sentir l'odeur du diesel de la route côtière. Le Pacific Fortuna longe une section de littoral où des images satellitaires prises quelques jours auparavant montraient des traces de véhicules dans la terre. Des camions qui avaient roulé hors de position bunkérisée, creusés dans la roche, s'étaient stationnés sur le bord de la falaise, puis étaient rentrés sous terre. Ce que ces camions transportent est la menace qu'aucun membre de l'équipage ne peut voir venir ni contrer. Le Nord, le même missile monté sur les vedettes rapides qui viennent de décrocher, n'a pas besoin d'être proche pour vous toucher. Depuis une batterie côtière dissimulée dans ces falaises, il vole à Mach 0,9 et descend à 5 à 7 mètres au-dessus de l'eau en phase terminale. C'est environ la hauteur d'un panier de basket-ball au-dessus des vagues. Il navigue les 100 premiers kilomètres sans émettre le moindre signal. Guidage inertiel, rien à intercepter, rien à brouiller. En phase terminale, il active son chercheur radar actif, crie dans l'obscurité et écoute l'écho d'une coque d'acier. Au moment où cet écho lui revient, le missile est déjà à l'intérieur de votre dernière ligne de défense. Imaginez une torpille avec des ailes. Elle s'infiltre si bas que le temps qu'un radar de bord détecte quelque chose à cette altitude, le missile n'est plus qu'à quelques secondes. La portée s'étend de 120 à 170 km dans les variantes améliorées, ce qui signifie que le lanceur peut se trouver profondément à l'intérieur des terres, là où l'équipage ne verra jamais le flash. Le grand frère du Noor est le Qadir, qui repousse la portée à 200 à 300 km, de quoi couvrir l'intégralité du détroit depuis une batterie unique. Les deux emportent environ 165 kg d'explosifs et se tirent depuis des lanceurs mobiles qui regagnent leurs abris souterrains avant que quiconque ne remonte jusqu'au point de lancement. Tout le littoral est un fusil chargé pointé sur la voie de navigation et on ne peut pas voir le canon. Et ce qui repose sur des lanceurs mobiles plus à l'intérieur des terres, c'est là où la mathématique se dérègle complètement. Le Khalij Far, littéralement Golfe Persique en farsi, est le missile balistique anti-navires iranien construit sur la base du châssis Fateh 110. Là où le Noor rase les vagues à hauteur de panier de basketball, le Khalij Fars fait l'inverse. Il grimpe sur un propulseur à poudre solide, décrit un arc en altitude et plonge sur sa cible presque verticalement à Mach 3 à Mach 5. L'ogive pèse 650 kg et un chercheur électro-optique la guide sur les navires en mouvement dans les dernières secondes de vol. Le Noor vous donne peut-être 30 secondes d'alerte. Le Khalij Fars arrive d'en haut à 5 fois la vitesse du son. Votre temps d'alerte est d'environ 2 secondes, moins de temps qu'il n'en faut pour liker une publication. L'Iran n'a même pas pris la peine de lui donner un nom discret. Aucun navire commercial sur Terre ne dispose d'une défense contre l'un ou l'autre de ces systèmes. Une frappe sur un VLCC chargé ne le coulerait probablement pas. Ils sont énormes et compartimentés, mais elle n'en aurait pas besoin. Une ogive plus 2 millions de barils de brut est égale à un incendie. Un supertanker en flammes dans une voie de navigation de 3 km de large constitue un barrage physique jusqu'à ce que quelqu'un trouve un moyen de déplacer 300 000 tonnes de débris en feu. Personne sur la passerelle n'a jamais vu un corridor aussi étroit avec autant d'armes pointées dessus. Le Bosco, 23 ans de mer et plus de traversées d'Ormuz qu'il n'en peut compter, dit que ça n'avait jamais ressemblé à ça avant. Les primes d'assurance grimpent depuis que la première mine est passée sous la quille. Le coût opérationnel du Gauntlet pour l'Iran jusqu'ici. Un drone, 8 embarcations et un appel radio VHF. Le guetteur annonce un nouveau contact, quelque chose dans les airs, petit et lent, tournant à 1500 mètres d'altitude. Le drone qui orbite au-dessus du Pacific Fortuna est un mohageur iranien, un appareil de reconnaissance, et il a été l'œil du ciel pour chaque attaque des CGRI contre la navigation depuis le début de la crise.
Il transmet position, vitesse et cap à chaque batterie de missiles et à chaque commandant de vedette à portée. Son cousin, le Shahed 136, est un drone d'attaque à sens unique. Une ogive volante avec 2500 km d'autonomie qui coûte environ 21 000 $ l'unité. Il y a quelques années, un essaim de ces engins avait mis hors service la moitié de la production pétrolière d'Arabie Saoudite, avec des armes moins chères qu'une nouvelle voiture. Un drone à 21 000 $ contre 180 millions de dollars de pétrole brut. C'est l'asymétrie sur laquelle l'Iran a construit toute sa stratégie. Et le drone au-dessus de leur tête en est la preuve vivante. Le mohageur décrit 2 cercles supplémentaires, puis oblique vers le nord dans la brume. Pas en attaque, en catalogage. Le premier officier le regarde disparaître et marmonne qu'au moins les livraisons Amazon de sa femme déposent quelque chose quand elles tournent autour de la maison. Le commandant ne rit pas. Quelque part sur l'île de Keshm, une batterie côtière vient de recevoir la position actualisée du Pacific Fortuna. Les armes sont chargées. L'Iran attend de voir s'il a besoin de les utiliser. L'île d'Abu Moussa passe au nord, la dernière garnison des CGRA, avant les eaux libres. L'équipage sur la passerelle la regarde glisser en silence. Radar dégagé. La radio HF enfin silencieuse pour la première fois depuis des heures. Le détroit s'ouvre sur le golfe d'Oman et la côte recule enfin. Le commandant ordonne un changement de cap vers le sud-est en direction de Fujairah. 2 millions de barils intacts, 25 membres d'équipage intacts et pas une seule mine détonnée, pas un seul missile lancé, pas un seul coup de feu tiré. L'Iran les a laissés passer tout au long de ce transit. Mines, vedettes, missiles, drones et les CGRI n'ont jamais appuyé sur une gâchette. Mais la compagnie d'assurance, elle, l'a fait. Avant la crise, la prime risque-guerre sur ce corridor représentait une fraction de %, une erreur d'arrondi. Aujourd'hui, elle s'établit entre 2 et 3 %. Sur le Pacific Fortuna, cela représente plusieurs millions de dollars pour un seul transit à travers un corridor qu'Iran vient de prouver qu'il contrôle. Le tarif non officiel iranien pour éviter le gauntlet, 2 millions de dollars. Chaque armateur sur la planète a déjà ouvert sa calculatrice. L'arme n'a jamais été l'ogive. L'arme, c'était l'arithmétique. L'ensemble du gauntlet existe pour faire paraître 2 millions de dollars comme une bonne affaire. Et le tarif existe pour que l'Iran n'ait jamais à utiliser le gauntlet. Demain, un autre commandant fixera du regard une carte en approche du détroit et tendra la main vers cette calculatrice. 2 millions, c'est moins cher que plusieurs millions. Et payer est plus sûr que prier. Mais voici ce sur quoi l'Iran parie que vous ne regarderez pas. À 60 miles nautiques au sud de l'endroit où le Pacific Fortuna vient d'expirer de soulagement, un groupe amphibie américain tient sa station dans le golfe d'Oman. 3 bâtiments de guerre, 2000 Marines et suffisamment d'hélicoptères Seahawk pour assainir la voie sortante. Un groupe de frappe aéronavale fait sa rotation en mer d'Arabie avec une aile embarquée qui pourrait mettre chaque lanceur côtier de l'île de Keshm hors de combat avant le 2e café du matin. L'escadron de lutte contre les mines de la 5e flotte dispose de 4 dragueurs de classe Avenger prépositionnés à Bahreïn, spécifiquement conçus pour trouver et détruire exactement les armes qu'Iran vient de mouiller. Et la particularité des groupes aéronavals américains, c'est que leur prime d'assurance ne varie pas en fonction de leur proximité avec l'Iran. L'Iran a construit un péage. Mais chaque jour où ce péage fonctionne, des compagnies de transport maritime déviennent leur route autour du cap de Bonne-Espérance, ajoutant 14 jours et 1 million de dollars par voyage pour éviter entièrement le détroit. Le levier iranien se rétrécit à chaque navire qui trouve une autre voie de contournement. La question que personne à Téhéran ne veut affronter, c'est ce qui se passe le jour où les États-Unis décident de le retirer.